Claude Butin, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Très sympa. Merci de me recevoir et pour parler de votre extraordinaire bouquin sur Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. J'en reparle dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation. Oui. On demandait un jour à Louis-Antoine Saint-Just, un homme Mmh. politique du Oui, XVIIIe bien siècle, sûr. de se Un juriste. présenter, un juriste, exactement. Et voilà ce qu'il disait: je suis sans indulgence pour les ennemis de mon pays, je ne connais que la justice. Et vous, Claude Butin, si vous deviez vous présenter, qui êtes-vous vraiment? Alors, je suis un juge de terrain. J'avais une haute opinion de l'institution judiciaire que j'ai toujours respectée, puisque avant d'être juge, j'ai été avocat. Et j'étais l'avocat un peu. Il y a deux sortes d'avocats, hein. Il y a le rentre-dedans, hein, la défense de rupture, et puis il y a l'avocat un peu consensuel. Disons que j'étais un peu entre les deux, ça dépendait des affaires, mais j'étais plutôt consensuel. Je respectais les magistrats, j'avais toujours respecté l'ordre et l'autorité. L'autorité, comme le respect, ça se mérite, c'est pas quelque chose qui s'impose. Chez les juges aussi, l'autorité, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Donc, moi, je suis un magistrat de terrain, j'ai toujours exercé dans le sens où j'ai considéré que rendre la justice, c'était avant tout d'apaiser les tensions, de soulager autant que possible une personne qui est en souffrance et qui attend d'être jugée. C'est pour ça que la justice ne doit pas être trop longue, parce que la souffrance peut être très dure à supporter. Donc j'ai toujours rendu des décisions avec une certaine indulgence, voire peut-être pour certains de l'empathie. Mais pour cela, il faut que j'ai la personne en face de moi, pour que je puisse me faire une idée. Et avec l'expérience, je sais tout de suite à qui j'ai affaire, au bon ou au mauvais sujet. Et alors, pour tous les jeunes et les étudiants, des milliers qui nous écoutent, est-ce que, Claude Butin, vous pouvez très rapidement retracer les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Alors depuis le début, Depuis le début. ça va être En long, quelques... parce que j'ai eu quelques minutes. une vie très riche, très mouvementée. Très atypique, si je puis me permettre. Atypique, j'ai un parcours atypique, oui. Comment remonter bon, j'en parle un petit peu dans mon livre, je brosse un tableau, parce qu'il faut savoir que le livre que j'ai écrit sur la justice, mon expérience de juge, son témoignage, mais je l'ai extrait de ma biographie, Voilà. qui est beaucoup plus générale et beaucoup Oui. plus longue. Et quand j'ai vu qu'on critiquait, on s'attaquait à la justice, j'ai dit, il faut que je fasse part de mon expérience, ça peut servir, et puis ça peut susciter la réflexion pour essayer de faire avancer les choses. Parce que je suis toujours dans une démarche positive, hein. Oui. On pourrait me reprocher, comme on l'a déjà fait, de cogner sur les juges. C'est pas du tout mon intention, hein. Donc mon parcours est atypique parce que bon, je suis un enfant de banlieue. Il faut que je remonte jusqu'à là. Oui, très rapidement, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de voir finalement que vous êtes passé à la justice alors qu'avant vous étiez... Je suis né en 48, juste après la jeune enfant du baby-boom, après la guerre. Je suis né à Garges-les-Gonesse. Ensuite, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Sarcelles, à l'époque où il y avait encore des champs, puisque j'ai habité le premier bâtiment, le bâtiment 1. Et avec le copain, on jouait aux batailles de choux, de trucs. Et bon, quand les pelleteuses sont arrivées, on s'est réfugiés dans les caves et là, on a commencé à faire les cons, quoi. Puisqu'on n'avait plus d'air de jeu. Oui, c'est un peu ça, les drames c'est de la banlieue. Donc, on a emmerdé les voisins. Et puis, bon, j'ai grandi comme ça, je suis allé à l'école. Et ensuite, je ne sais pas trop ce que j'allais faire, donc ma grand-mère m'a trouvé un travail au ministère des Finances où elle était secrétaire de ces messieurs de l'inspection des finances. Elle corrigeait leurs fautes d'orthographe, à Giscard d'Estaing, M. de la Génière, etc. Mais c'est une fonctionnaire dans le moule. Elle avait une écriture calligraphiée, avec des pleins et des déliés. Elle écrivait à la perfection. Quand on m'envoyait une lettre, je savais tout de suite que c'était elle. Parce que la façon d'écrire, l'adresse et tout, on n'écrit plus comme ça. D'ailleurs, on n'écrit plus, on tape à l'ordinateur. Avec les ordinateurs, on n'écrit plus. C'est terrible, parce que le stylo qui façonne la pensée, c'est l'instrument, justement, qui permet de réfléchir. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, j'ai commencé à faire des petits boulots. Alors, elle m'a trouvé un boulot au ministère des Finances, rue des Petits Champs. Je plaçais les bons du Trésor à longueur de journée avec un doigt en caoutchouc. Et
puis évidemment, j'ai fait ça 6 mois, je ne pouvais pas tenir, je devais avoir 16-17 ans. Et puis ensuite, donc, je me suis fait virer tout naturellement et je me suis retrouvé à classer. Alors j'ai classé tout dans des sociétés privées où ma mère m'avait fait rentrer, des sociétés commerciales, et j'ai classé les fiches des clodos à Nanterre. J'étais devenu une rastanique pendant 2 ans, j'ai tout classé. Donc là, je suis très ordonné au niveau classement, je connais le classement. Ça sert, hein. Voilà. Toute expérience est importante et C'est intéressante. important. Oui, c'est Bon, ça. et puis je m'emmerdais tellement alors à la suite de ça, eh ben, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis cherché. J'ai fait des petits boulots. Alors j'en ai fait pas mal. J'étais peintre en bâtiment. Je me suis même inscrit au registre des métiers. J'étais artisan. J'étais artisan, peintre. Alors je connais le papier, j'ai eu des. Vous êtes un artiste en fait. Oh, quelque C'est ça. part, ouais. Oui, puisqu'en parlant d'artiste, j'avais monté un groupe à l'époque de guitare. C'est ça. À Oui. l'époque où le rock, le twist arrivait dans les banlieues. Moi, Tout à fait. j'ai fréquenté le golfe de Rouault où je croisais Hector et les Cyclones, Dick Rivers, Danny Legan et les Pirates, Excellent. comment ça s'appelait, les Roubettes qui venaient, Vince Taylor, le grand rocker en cuir qui venait. Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Et nous, on avait joué, on s'appelait les Starlings. Alors j'étais guitariste soliste, je prenais la guitare, je la mettais derrière mon dos, je me roulais sur la scène et tout, j'ai des photos, c'est émouvant. Oui. C'est émouvant de voir ça. Et puis après, donc j'ai continué les petits boulots. J'ai été soudeur Avant ça, j'ai trouvé un boulot à l'Institut national de soudure, qui était boulevard de la Chapelle à l'époque. Et il m'avait envoyé sur les pipelines pour faire les radios des soudures. Donc j'ai travaillé sur le SPMR, Société des pipelines Méditerranée-Rhône, qui part de Fos-sur-Mer, qui va en Russie en traversant toute la vallée du Rhône. Alors on a traversé le Châteauneuf-du-Pape et tout. Donc on était les soudeurs, c'était des seigneurs à l'époque. Ils gagnaient, c'était en 3 passes. Mais les soudeurs de première passe, ils se faisaient, parle-moi des notions, mais des couilles en or. Ils étaient demandés dans le monde entier pour aller sur les pipelines, dans les raffineries et tout. Alors moi, je passais les radios des soudures pour voir s'il y avait des pailles, des fissures dans les fissures. On avait un fil blanc sur l'écran, c'était nickel. Alors le pipeline, on faisait 2 km jour dans les pêchers de la Drôme. Et puis, à la suite de ça, j'ai été irradié. J'ai été irradié par une source qui était restée en bout de canne. Donc après, on m'avait mis aux SAR, donc on gonflait les tubes, qu'on bouchonnait à l'extrémité avec de l'air pour voir s'il y avait des fuites, et on passait de la lessive sur les soudures pour voir s'ils avaient des bulles. D'accord. Donc tout ça, c'est anecdotique. Essayons de faire un grand saut pour arriver à la... Donc un grand saut. À un moment, j'ai fait encore d'autres petits boulots. Je me suis marié avec ma première femme, avec laquelle j'ai eu un enfant en 1976, qui était une Antillaise magnifique. Donc vous parlez dans le... J'en parle, qui était une femme formidable. Et j'ai continué à travailler comme ça. Donc après, j'ai été soudeur chez Alstom à Saint-Ouen. Ça n'existe plus. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis regardé dans la glace. Je disais pas venu. J'étais devenu une loque humaine. Je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Ma mère m'a pas mis au monde pour devenir une espèce de Et j'ai dit, il faut que je... Parce que j'avais compris que la sélection dans notre société, telle qu'elle est construite, c'est les diplômes. Il faut avoir des diplômes. C'est très français, ça. Ouais. Sinon, on n'est pas crédible. On cherche du boulot, expérience. Moi, j'avais mon expérience. Et donc, des diplômes. J'ai dit, c'est ça. Ah bon, ils veulent des diplômes. Eh bien, je vais leur en donner des diplômes. Et je me suis pris en main et j'ai décidé d'avoir à l'époque ce qu'on appelle le CIO, le Centre d'information et d'orientation, dans le 18e arrondissement où j'habitais à l'époque. Et je suis allé voir la bonne femme, elle était derrière son guichet. Je lui ai dit, voilà, je voudrais des diplômes. Elle me dit, quoi? Je voudrais passer les diplômes. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, n'importe quoi, je veux être diplômé. Elle m'a dit, alors ce que vous... Oui, j'ai dit des diplômes, vous comprenez? Oui. Elle me dit, vous pouvez faire une capacité en droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, une capacité en droit. Elle me dit, oui, vous allez à la fac. Je lui ai dit, oui, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, parce que moi, j'avais quitté l'école.
j'avais quitté l'école à l'âge de 14 ans, je m'étais fait virer pour indiscipline du lycée de Pierrefitte, Ah oui. etc. Donc j'avais pas de diplôme, j'avais même pas le BEPC. Parce que je ne me suis pas réveillé le jour de l'examen, j'avais été chercher du muguet, j'avais raccourci avec le balai autour de la table, c'était une horreur. La pauvre femme. Et donc, alors, des diplômes, une capacité en droit, vous pourrez être directeur d'hôpital, vous pourrez faire des greffiers. Je dis, mais c'est formidable ça. Alors, je me suis inscrit en capacité en droit. Ah, ça. Et c'est comme ça que vous êtes... Et c'est comme voilà. ça que je vais passer. J'aimerais vous écouter encore, surtout votre parcours. Bon, il faut mettre le contexte. Donc, deuxième année, je suis passé directement en deuxième année de licence. J'ai été une équivalence. Et j'ai été jusqu'à la maîtrise, j'ai passé le CAPA, et puis j'ai continué en DEA droit public. Voilà. Et puis, donc, j'ai exercé pendant 10 ans, j'ai prêté serment au barreau de Paris, j'ai été secrétaire de la conférence, puisque élu sur un concours d'éloquence, c'est de la cooptation, hein, c'est une longue filiation qui date depuis le Moyen-Âge. On a eu, les secrétaires, on est 12 élus pour une année. Et donc, on est la petite cour du bâtonnier de Paris. On a c'est un honneur. Hein, tout le monde a souhaité, a rêvé, même s'ils ne veulent pas l'avouer, être secrétaire de la. Et vous l'avez été. Et je l'ai été. Là là. Et donc, j'ai exercé. Puis à un moment, j'en ai eu marre parce que j'en étais réduit à plaider devant les tribunaux d'instance de la région parisienne en recouvrement de charges de copropriété pour un cabinet de syndic de mes copains de fac, etc. Et donc, j'ai décidé de faire une demande d'intégration dans la magistrature, ce que j'ai fait après 10 ans d'exercice au barreau de Paris. Et la commission d'investiture était séduite par mon parcours. Donc voilà, j'ai été admis et j'ai fait un stage probatoire de 2 mois au parquet à Saint-Malo et 2 mois au siège. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai été nommé juge d'instruction, premier dans le poste à Mayotte. À Mayotte. Voilà. Et c'est là que les affaires commencent. Exactement. Alors, et c'est là que nous allons... Est-ce que j'ai été assez synthétique? Formidable. Formidable. Et vous faites une très belle transition, puisque vous dites que c'est là où les affaires commencent. Et si je puis me permettre, c'est à ce moment-là que nous allons parler de votre ouvrage. De mon expérience de juge. De votre expérience de juge que vous racontez dans cet ouvrage. Je ne cache pas que je l'ai lu, je l'ai dévoré, votre ouvrage. Et donc, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Tout d'abord, donc vous venez de le publier aux éditions Les Trois Colonnes. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. La première question que je vous pose sur votre livre, c'est le titre qui m'a interpellé. Vous êtes à la fois affirmatif, catégorique, et je dirais sans rien laisser... sans nuance. Sans nuance. Ouais. Pourquoi ce titre? Eh bien, écoutez, ce titre, il m'est venu naturellement. Lorsque j'entends des déclarations, je vois des pauvres airs déclarés devant les caméras de télévision quand ils sont inquiétés, parce que oui, ils sont, y a des procédures qui sont en gestation, on pourrait leur reprocher, et alors, pour se rassurer eux-mêmes, ils sont là, et je fais confiance en la justice de mon pays. Avec ce que j'ai vécu, moi, avec ce que j'ai compris, et sachant comment ça fonctionne, j'ai envie de pleurer ou de rire, je ne comprends pas. Faire confiance à la justice de son pays. Alors je me suis interrogé, comment pouvait-on faire confiance à la justice de son pays lorsqu'on est sûr de rien? Aucun avocat sérieux ne fera un pronostic sur l'issue d'un procès. D'ailleurs, la terminologie en matière de justice, c'est la même que celle qu'on utilise au casino. On gagne ou on perd. Sans procès. Faites vos jeux, rien ne va plus. Donc, matière de justice, quand on sait comment ça fonctionne, alors je me suis interrogé sur ça, et le titre m'est venu naturellement. Alors, je reconnais que c'est un titre un peu provocateur. Oui, mais qui fait réfléchir. Ouais. Qui fait réfléchir parce que ne jamais faire confiance à la justice de son pays, déjà le jamais, donc c'est vraiment son nuance. Et de votre pays, peut-on faire confiance à la justice d'autres pays? Je pense pas, encore moins. Ah oui, voilà, c'est ça. D'aucun pays. Ah oui. Je pense que la justice, quand elle est rendue par des hommes, elle est forcément suspecte de partialité. Oui. Mais j'aurais dû vous poser cette question dès le début. Quelle définition, en tant que juge, donnez-vous à la justice? La sémantique de justice, pour vous, qu'est-ce que la justice? Dans l'idéal, mais l'idéal n'est pas de ce monde, c'est la justice, c'est la notion du juste. Que l'on a, que chaque homme, je ne sais pas si les animaux ont cette notion du juste.
Mais l'homme a en lui, dans son ADN, une notion de justice qui nous vient de la civilisation chrétienne, Oui. et la notion de juste. Alors, c'est un idéal à atteindre, mais les hommes entre eux s'organisent pour pouvoir vivre ensemble et sont bien obligés avec ce qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire avec des textes de loi, avec des mots, d'essayer de cartographier les comportements humains. C'est ça. Mais même en français, ça va être très difficile parce que le facteur humain est tellement divers et tellement nuancé qu'on a du mal à mettre derrière des comportements le mot qui tombe juste. C'est pour ça que le juge qui est là doit apprécier. Juger, pour moi, c'est apprécier. C'est-à-dire apprécier entre une personne qui est un individu, un être humain. On ne juge pas encore les animaux, c'est arrivé, mais bon, je sais qu'on avait pour un chien, un truc comme ça, décidément. Mais on juge des hommes et qui ont commis... Alors, on apprécie la personnalité. Est-ce qu'il est, perfectible, réadaptable? Et on juge des faits par rapport à une norme écrite, qui est la loi. Donc, il y a ces trois critères-là qu'on doit prendre en considération. Mais avec l'expérience et l'habitude, on sait tout de suite à qui on a affaire. Parce que moi, j'arrive en fin de course, là, et je peux faire la différence tout de suite entre les individus qui sont bien intentionnés et les individus, les mauvais sujets qui sont mal intentionnés. Vous le voyez tout de suite. Je le vois tout de suite. Et c'est comme ça que je catégorise les êtres humains. Et vous savez, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Oui, alors, malheureusement. J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des problèmes psychiques. Je ne sais pas. Mais alors, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous dites là où il y a des hommes, finalement, il y a peut-être pas assez, il y a une injustice, il y a des injustices. Vous le montrez très bien dans votre ouvrage. En lisant votre ouvrage, j'ai pensé à Rousseau, le philosophe Rousseau. Alors là, vraiment, alors. Et voilà ce qu'il, je le cite. Si l'on recherche en quoi consiste le plus grand bien de tous, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité. Et dans votre ouvrage, Claude Butin, on voit que cette liberté, cette égalité, malheureusement, ne sont pas là, puisque vous dénoncez tout ce qui se passe, quoi. Donc vous dénoncez l'illégalité et le manque, finalement, d'égalité. Oui, on peut dire ça comme ça. Le manque de liberté. Je dénonce surtout les injustices. C'est ça. Parce que la justice, ça va de soi. Elle est prévue par la loi et puis elle est rendue par des hommes qui sont faillibles. On peut toujours s'améliorer, mais on est sûr de rien. De toute façon, même la loi a prévu des voies de recours. On peut faire appel et pourquoi maintenant on a l'Europe. Et des fois, pendant des années, la procédure suit son cours. Et voilà. Donc on est sûr de rien. Mais... quelle était la question? Non, finalement, comme dit Rousseau, à la fois l'égalité et la liberté. Oui, d'accord. C'est pas la liberté tant que l'égalité, c'est surtout l'injustice que je dénonce. L'injustice, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il disait que lorsqu'on relaxe un coupable, bon, c'est une erreur judiciaire, le juge s'est trompé, on peut faire appel, on n'est pas satisfait. Mais condamner un innocent, c'est un crime. Il n'y a pas de pire traumatisme que le traumatisme judiciaire. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Ça reste dans une cicatrice physique, bon, ça cicatrise, on a une trace, mais je veux dire, ça fait plus mal. Nous, on a une trace quand même. Oui. Le traumatisme judiciaire, c'est-à-dire l'injustice, une injustice, c'est quelque chose qui vous reste à vie. Dans l'âme. Ça touche plutôt l'âme. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé quand j'étais enfant, à l'école primaire. J'avais un copain de classe, Christian, et on était en cours de chant. La maîtresse nous avait fait lever, on était à côté, tous les élèves s'étaient levés, et elle nous faisait chanter une chanson. À un moment, c'est retourné pour écrire quelque chose au tableau, puis moi, j'ai fait un tour sur moi-même. Mon copain derrière, il s'est marré, il était mort de rire et tout. Il se bidonnait comme une baleine, et quand la maîtresse s'est retournée, elle l'a vu en train de s'esclaffer tout ça. Elle est arrivée, elle lui a foutu 2 tartes. Je l'ai revu 50 ans après. Vous lui en avez reparlé. Non, c'est pas moi qui lui en ai lui reparlé. qui... Il me dit, tu te souviens
que j'ai pris une tarte à cause de toi. Moi, ça m'est complètement sorti. Mais si, souviens-toi, mademoiselle Panetière, il se souvenait du nom de la maîtresse, je l'ai complètement oublié, et qui m'a foutu 2 tartes parce que je rigolais quand t'as fait le con. Je dis, alors, c'est possible, écoute, je ne sais rien. Et puis alors, oui, je t'assure, c'est vrai, je cherchais. Et alors, il s'est mis à me chanter la chanson des petits lapins. Il se souvenait des paroles des petits lapins. Bon, donc, non, tout ça pour dire que il avait été traumatisé par le fait qu'il avait été puni à cause de moi. Une décision injuste. L'injustice, le traumatisme est terrible. On ne l'oublie pas. Oui, mais alors d'où vient l'injustice? Vous dites là où il y a des hommes, il y a de l'injustice. Quelle est cette notion finalement qui est galvaudée en l'homme du bien et du mal? Parce que l'injustice, à votre avis, quel est le fondement de l'injustice? Alors l'injustice, elle est soit volontaire, parce que il y a des mal intentionnés, soit elle est involontaire. Dans ce cas-là, on peut la corriger, les injustices. Et c'est ce à quoi on doit s'atteler en procédant à une grande réforme du Code de procédure pénale et revoir carrément tout le statut de la magistrature. C'est l'ordonnance de 58 qui a été rafistolée au gré, au changement, sont des changements des gardes des Sceaux, etc. On fait des lois souvent de circonstances, mais il faut repenser pour éviter ce qui sera impossible en fait, l'erreur judiciaire, les injustices. Mais bon, je parle que des erreurs judiciaires, des injustices, parce que dans la vie au quotidien, tous les jours, on est l'objet d'injustice. Là, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être juste dans mes prises de décision, d'être humain, et puis me disant que les hommes, après tout, ont de larges circonstances atténuantes, souvent. Puis il y a des gens, moi je l'ai constaté, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Il y a des gens qui sont poursuivis par le mauvais sort. Il y en a qui ont des parcours, mais on se demande comment ils font pour résister. D'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours étonné de tous les justiciables, la plupart du temps. C'est cette faculté qu'ils ont à supporter, pour certains, le malheur, le mauvais sort. J'étais en admiration. La nature est bien faite. La nature est bien faite. Mais alors, Claude Butin, tout à l'heure vous l'avez donné, enfin vous avez évoqué le nom, mais vous avez parlé d'une personne. Et je crois que le juge, c'est celui qui tente de redonner par la justice la dignité à la personne. Qu'est-ce qu'une dignité pour vous? La dignité, c'est d'être établi dans son droit. Alors le droit, c'est pas une science exacte. Quelle définition donnez-vous du droit? Le droit, on l'apprend en première année de fac par rapport à la morale. C'est une règle de conduite, mais je disais tout à l'heure, c'est très difficile, même pour un législateur, et encore moins pour le législateur moderne. Oui. On est toujours sous la loi de Napoléon, c'est que pour certains, c'est une bonne chose, parce qu'au moins à cette époque-là, on savait, mais même avec Constantin ou l'étape d'Amourapi, je veux dire que là, on savait écrire des lois qui s'appliquaient, qui étaient pratiquement intemporelles. Certaines nous restent d'ailleurs dans les contrats, les choses comme ça. Mais actuellement, c'est plus faire des lois. Donc il faut que la norme corresponde et s'adapte à des comportements qui sont prévisible. La question que vous me posiez, c'était... Non, c'est la dignité de la dignité. Alors, dans le pouvoir d'appréciation que l'on réserve encore, mais de moins en moins, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure au juge, il faut que le juge prenne en considération la personne et qu'il se pose la question, est-ce qu'il est réadaptable? Est-ce qu'on va pouvoir le resocialiser pour certains? Est-ce qu'on va pouvoir, il ne faut pas rêver non plus, je ne dis pas le guérir, parce que nos moyens même sont assez limités, à part au pénal, la peine de prison, les obligations de soins, on n'a pas les moyens pour le suivi. Est-ce que la personne qui est... D'abord, est-ce que je lui trouve des circonstances atténuantes? Est-ce que je peux être indulgent avec lui en essayant de comprendre? Et puis, je vais rendre une décision qui ne va pas le tuer définitivement, quoi. Je ne vais pas l'achever, quoi. Je vais lui laisser une chance, disons. Pour moi, c'est ça. La dignité de la personne humaine, donc, c'est redonner à l'humain, finalement, toute
toute sa place peut-être Ouais. dans la société. Ah, quand j'ai lu votre bouquin, Claude Butin, je me suis posé une question. Finalement, vous êtes un amoureux de l'humain. Vous êtes un amoureux de l'humain parce C'est marrant. que vous voulez vraiment faire régner la justice et vous avez mis en examen votre propre, le ministre de la Justice Ah, de l'époque. attends, une précision. Allez-y. Une précision. Je ne l'ai pas mis en examen parce qu'on m'a empêché de le faire. Mais je suis allé, place Vendôme, dans son cabinet. J'ai été reçu par son chef et son directeur de cabinet. Je leur ai dit voilà, ils savaient pourquoi je venais, j'avais pris une ordonnance de transport, c'était pour inculper le ministre. Et ça tenait juridiquement. C'est une affaire de tarabistouille, de fausses lettres C'est d'investiture. ça. Bon, je veux dire, la qualification que j'avais trouvée dans le code électoral tenait, c'était une complicité de C'est ça. fausses candidatures, de nature à fausser le scrutin. Donc ça tenait juridiquement. Ils m'ont dit, écoutez, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, vous rentrez à Mayotte. C'était le dimanche soir, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé le mardi matin et le lundi, j'avais été dessaisi par la Cour de cassation. Bon, je trouve pas ça Oui. extraordinaire, c'était normal. Voilà. Donc, voilà. Mais est-ce que la profession de juge s'exerce-t-elle au nom de l'autorité ou du pouvoir? Parce qu'on s'aperçoit dans votre bouquin que finalement l'injustice, il y a peut-être des abus de pouvoir aussi. Et c'est pour ça qu'on commet l'injustice. Quelle est la Ouais. différence que vous faites entre ces deux notions? Entre l'abus de pouvoir, L'autorité et le pouvoir. l'autorité et le pouvoir. Alors l'autorité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas donnée par la loi. C'est quelque chose qu'on a en soi, quelque chose de naturel, quelque chose qu'on n'explique pas, c'est humain. Mais il parlait tout à l'heure d'humanité. C'est ça. C'est souvent ce qu'on m'a reproché d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues. Oui, toi, t'es trop humain. Toi, t'es On trop vous dit que vous êtes un amoureux de j'ai l'humain. un amoureux de l'humain. Et bon, j'ai des procureurs avec qui on n'est pas d'accord là-dessus. Et je me souviens de mon bâtonnier qui était Guy Danel. Il m'a dit, oui, Claude, il est humain. Il dit, je suis humain. Je suis humain. Oui, je suis fait de chair et de sang. Je suis humain, donc j'essaye de comprendre. Et puis, je ne veux pas voilà, descendre systématiquement mes concitoyens. Donc, on vit dans une société. La justice a une fonction vitale, hein, c'est de réguler les tensions et puis de conserver en son sein l'espoir que les hommes peuvent vivre ensemble, quoi. Oui, c'est ça, mais moi je pense à Thomas Hobbes. En vous écoutant, je pense à Thomas Hobbes qui dit que finalement la justice, on arrive à la justice par tous les moyens possibles. Le grand philosophe. Voilà, Thomas Hobbes, Vous ce êtes grand bonne philosophe. référence, mon cher ami. Et on arrive donc par tous les moyens possibles. Mais est-ce que tous les moyens, c'est aussi passé par... La justice, oui, il y a tous les moyens. Non, il nous manque beaucoup de moyens, hein, que ce soit des moyens intellectuels. Et puis, je vous dis, on ne peut pas tout ranger dans les cases définies. Et le juge est libre d'apprécier, et c'est une bonne chose, même si au risque de se tromper, parce que l'erreur judiciaire est inhérente à la fonction même de juger. C'est toujours mieux que l'informatique. Où là, j'ai entendu des gens parler de peine automatique. On veut tout informatiser. Peine automatique, mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin de juge. Le juge, qu'on rende la justice par ordinateur, avec le syllogisme, on prend les renseignements sur la personne, son nom, son âge, sa situation de famille, quels sont les faits qu'il a commis, on les qualifie, voilà, et puis qu'est-ce que prévoit la loi. Oui. On rentre la fiche là-dedans, puis on a la décision. Alors là, il n'y a même pas besoin d'avocat, parce que l'ordinateur, il ne se trompe pas. Oui. Donc c'est l'allégation de la défense. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à le prendre et à l'emmener à la maison d'arrêt. Mais bon, c'est pas au juge de le faire. Ça, Mais je veux dire sûr. que les juges n'ont plus aucun intérêt, quoi. Et après, Thomas Hobbes poursuit en disant que Alors. dans la justice, les deux vertus cardinales qu'il faut exercer, c'est la force et la ruse. Dans la justice, dans l'acte de juge. Oui. Est-ce que vous La êtes force d'accord? La et la force et ruse. la ruse. Alors la force, ruse, je ne suis pas d'accord. La force qu'on peut, la force publique, je dirais plutôt l'autorité, mais comme je le disais tout à l'heure, l'autorité ne peut pas s'imposer. Alors Oui. je vais vous expliquer l'autorité, ce que c'est pour moi.
C'est quelque chose de naturel. Il y a des gens qui l'ont, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc elle ne s'acquiert pas. Pour vous, Elle est naturelle. elle ne s'acquiert pas l'autorité. Et c'est pas ça. la loi qui va vous donner, conférer l'autorité. Elle va vous donner le pouvoir, pour parler d'autorité, le pouvoir de juger. Mais l'autorité, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et dans notre société moderne, la plupart des gens qui sont en responsabilité ont perdu cette autorité. Ça vient du très fond de l'âme humaine, l'autorité. C'est une question dans la voix, dans la posture, dans la gestuelle. Les tribunaux sont bien faits parce qu'ils ont été construits justement avec tout ce décorum pour conférer aux magistrats une autorité. Il y en a qui savent l'exercer, il y en a qui ne pourront jamais parce qu'ils n'ont pas la voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? C'est un souffle dans les cordes vocales. Et certaines personnes, quand elles parlent, on les écoute. Et puis d'autres passent complètement à côté parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, etc. L'autorité, c'est quelque chose de naturel que l'on apprend à l'école. Il y a eu des professeurs qui, moi, m'ont marqué. J'en avais un, Barbac, il s'appelait Bourbon, on l'appelait Barbac. C'était un rugbyman. Il y avait et quand il sifflait dans la cour, tout le monde s'arrêtait. Un silence de mort. Viens ici. Il disait à l'élève qui avait fait une connerie, il le prenait par ici, il a parlé. Et il l'emmenait jusqu'au bureau du directeur. Personne. Il ne disait pas grand-chose, mais tout le monde le respectait. Alors qu'il y avait des professeurs qui essayaient de s'imposer par l'autorité, par la force, qui n'y arrivaient pas. Et donc, je me suis dit, c'est quand même curieux. Mais c'est comme le respect. Oui, mais alors, Claude Buton, en parlant de respect, pourquoi, à votre avis, certaines personnes respectent de moins en moins la justice? Alors la justice ou en général les institutions. Ou les institutions. À votre avis, pourquoi? Quel regard avez-vous? Je vais vous dire, le respect, c'est pas quelque chose qui est dû. C'est pas quelque chose qui s'impose. Je vois les policiers qui demandent du respect. C'est quelque chose qui s'impose, qui va de soi. On respecte une personne lorsqu'elle se respecte elle-même. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Le respect, ça se mérite. Mais est-ce que on éduque au respect? Il y a une éducation au respect, non? Oui, on peut corriger, on peut dire à un enfant, attention, dis bonjour à la dame, bouge ton nez, je veux dire que, bon, ça reste après, puisque dans l'éducation, il faut aussi... on respecte... C'est aussi ça, c'est de l'humain, ça. On respecte... Il y a des supérieurs, j'en ai connu des supérieurs hiérarchiques qui étaient respectables, parce que c'était des hommes, des femmes aussi, qui savaient se tenir, qui avaient une conduite exemplaire, quand on est en admiration, en général, on respecte la personne, on n'a pas besoin d'y être contraint par un texte qui vous oblige à respecter. Alors, bon, les échanges entre les hommes font que, de toute façon, on accorde du respect. Par exemple, les policiers. Moi, j'ai eu pas mal d'affaires à traiter. Le respect qui est dû à la police. Mais il faut que la police se respecte elle-même. Il faut vraiment que ça se mérite. Oui. C'est toujours les mêmes policiers qui avaient des problèmes d'autorité, qu'on voyait comme victimes d'outrage ou de rébellion. C'était toujours les mêmes qui venaient à nous dire. À un moment, je les ai même suspectés de vouloir obtenir des dommages-intérêts pour arrondir leur fin de mois. Mais ils avaient toujours des problèmes lors des interpellations. Puis il y en a qui n'en avaient pas. Chez les juges, c'est pareil. C'est ça. Mais alors, malheureusement, Claude Butin, l'interview va bientôt s'achever. J'avais encore plein de questions à vous poser. Plusieurs questions quand même. Qu'est-ce qu'une loi juste? Parce que on dit, voilà, très souvent, donc plusieurs fois dans l'année, les lois sont votées, et il y a toujours autant de manifestations pour contredire des lois. Mais alors, on pourrait parler que la loi n'est pas juste. Finalement, il y a une inégalité aussi. Est-ce que la loi, finalement, n'est-elle pas certaines fois le fondement de l'inégalité sociale? Alors, il y a des lois qui sont des lois scélérates, il y a des lois qui sont liberticides, comme celle, par exemple, qui limite le pouvoir d'appréciation des juges. Il y a des lois, mais la loi, c'est la norme. Qu'elle soit juste ou pas, la loi, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté générale. C'est un texte impersonnel, applicable à tous. C'est une règle de conduite.
Mais il y a des lois, même dans les démocraties, qui sont tyranniques ou liberticides. Oui, c'est ça. Donc, mais la loi, donc, elle est faite pour poser la norme. Et ensuite, alors, où il y a des difficultés, c'est dans l'application de la loi. Oui, c'est Ça, ça. c'est le juge qui est chargé d'interpréter la loi quand elle est mal faite. Et puis, dans le respect de la loi par le citoyen. Alors, des fois, il respecte, mais une fois qu'il a une norme, c'est une règle de conduite, la loi. Mais bon, alors des fois on la transgresse, dans ce cas-là, on comparaît devant les tribunaux si on a commis une infraction, mais on respecte que les lois qui sont bien faites. Je parle de lois liberticides. Regardez, pour les juges, il y a ces lois, ben, je ne parle pas des peines planchées. Oui, oui. Je ne parle pas de... Non, simplement, par exemple, en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il y a la loi qui dit au juge, en cas de récidive, le juge prononce l'annulation du permis de conduire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le juge n'a plus le pouvoir d'apprécier, mais il est obligé de prononcer une annulation du permis de conduire. C'est une limitation à son pouvoir d'appréciation. Donc il y a des lois qui sont... Et dans l'histoire, on en a eu des lois, lois liberticides. Claude Butin, une question très générale et très actuelle. Quel regard, en tant que juge, quel regard avez-vous sur les prisons, sur le monde carcéral actuellement? Alors, si on doit prendre de la hauteur, bon, j'ai visité des maisons d'arrêt, j'ai connu même les maisons d'arrêt d'outre-mer. Alors là, c'est insupportable. Qui sont différentes de la... Là, c'est insupportable. Là, les choses se sont améliorées. Je pense à la Martinique, où là, je me souviens de la maison d'arrêt qu'on avait visitée, qui était dans le centre de Fort-de-France. Il y avait des barbelés au-dessus de hauts murs. Ça n'empêchait pas les détenus qui dormaient à 30 dans des dortoirs d'aller faire au moment du carnaval la fête et puis de réintégrer leur cellule le soir. Mais la maison d'arrêt, alors prenons un peu de hauteur. C'est pas la prison qui va régler les choses. C'est pas en incarcérant à tout va. C'est pas en construisant de nouvelles prisons, de nouvelles cellules. On n'arrête pas de dire ça, ça m'énerve. C'est pas comme ça qu'on va régler. Il faut prendre le problème à la base. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, des fois, c'est limite. Hein. Regardez les dernières condamnations, même. Hein. Donc, alors, il faut que la dignité. Je me souviens, en rentrant de Fort-de-France, on avait fait une visite en tant qu'avocat au directeur de la maison d'arrêt de Martinique. Et on était revenu, on avait été reçu par Badinter. Et on lui avait fait passer le message. Il était parfaitement au courant de la situation des prisons d'outre-mer. Bon, ça a été un grand garde des Sceaux, Badinter, un avocat à la base, mais un grand garde des Sceaux, c'est lui qui a aboli la peine de mort en 1981. Donc, et alors la prison, bon, actuellement il a réussi à imposer des postes de télévision dans chaque cellule de 9 mètres carrés. Ils sont à 3. Et qui tient la télécommande? Je ne suis pas sûr qu'il a réglé tout le problème. Parce que, bon, voyez. Donc, la prison, il faut que la prison soit digne. Dans un pays civilisé, il faut que les soins qu'on peut apporter, etc., puissent être de nature à envisager la réinsertion sociale. Et il y a des gens qui passent des diplômes, etc. Et puis, il faut que les gens soient suivis. Mais c'est pas en construisant des peines de prison. Pareil, c'est pas en mettant des policiers. On apprend ça en première année de criminologie. Plus on augmente le nombre de policiers, plus on découvre de crimes. Non, on oublie, c'est qu'il y a un chiffre obscur entre la criminalité réelle et la criminalité supposée. Et évidemment, plus il y a de policiers, plus on va découvrir des infractions. Mais ça ne règle pas le problème. C'est pas en augmentant le nombre de policiers qu'on va régler. C'est en leur donnant les moyens. D'abord, il faudrait refaire une vraie réforme, parce qu'actuellement, les policiers... Ah oui, vous pensez qu'il faut vraiment refaire une réforme? Oui. Parce qu'actuellement, avant, les choses étaient bien claires. Il y avait le gardien de la paix, que l'on voyait à tous les coins de rue, qui renseignait le passant. Il y avait un petit bouquin pour dire oui, voilà, la rue d'Iéna, c'est là où vous prenez la première à gauche. Il était avec son bâton, truc. Et on a eu les hirondelles qui étaient à vélo. J'ai connu ça. Hein. Et puis maintenant, on ne voit plus un flic dans les rues. Alors, je ne sais pas où ils sont, hein, c'est vrai, on n'en voit plus. Hein. Ou alors, ils arrivent avec leurs deux tons, là. Puis, les policiers, il faut redéfinir les tâches
de chacun des policiers. Il y a des tâches de maintien de l'ordre qui étaient confiées au CRS. Il y a des tâches de police judiciaire. Il y a des brigades spécialisées. Ouais. Bon, mais actuellement, tout le monde fait n'importe quoi. On appelle la BAC sur des manifestations. Oui, donc, on a un mélange de gens. Il faut reclarifier les choses. Et puis alors moi, il faut... Oui, vous savez ce que je ferais si j'étais... je changerais les uniformes des policiers. C'est pas en les surarmant. On dirait des Robocop là, qui arrivent et tout. Là. Non, il y a des gars qui, quand ils voient ça, c'est intéressant ce que c'est une incitation. Simplement, déjà dans Ils sont en guerre, on a l'impression qu'ils sont déjà en guerre. Ils arrivent. Hein, vous voyez les incidents qu'il y a. Je comprends, oui. Et si on veut respecter le policier, c'est pas en le surarmant qu'on va. Ouais. Alors évidemment, on comprend que c'est difficile dans les quartiers, mais on est dans un système de surenchère et je trouve que ça, c'est dangereux. Claude Butin, j'aimerais vous écouter des heures, et puis j'avais encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Qu'attendez-vous de ce bouquin ? J'espère une seule chose, c'est qu'on va réfléchir pour repenser la place de la justice dans notre société. Il y a Balzac, puis je terminerai par ça, qui disait « Lorsqu'on se méfie des magistrats, c'est le commencement de la dissolution sociale. » Notre ami Balzac, oui. C'est hyper intéressant ce qu'il dit. Simplement, est-ce que vous pouvez l'expliquer pour nos amis? Comment vous le... Quand on commence à critiquer, quand on n'a plus confiance en la justice, c'est dangereux pour la démocratie. Parce que notre démocratie est fondée sur ces notions qui nous viennent de très loin, la notion du juste. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et la justice est là pour réguler les tensions et rétablir les décalages qui pourraient survenir ça et là, en disant on est tous dans le même bateau, c'est de l'humain. Avant tout, il y a des activités humaines qui ne peuvent pas se passer de l'humain. Et la justice est en premier rang. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est le plus important. Il ne faut pas déshumaniser l'action la fonction de juge. De juge, oui. Claude Butin, à tous les étudiants, les milliers d'étudiants, des jeunes qui vous regardent aujourd'hui, qui voudraient commencer des études dans le monde de la magistrature, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir aujourd'hui à tous ces jeunes qui vous regardent? Avec le bouquin que vous venez d'écrire, ne faites jamais confiance en la justice. Et cependant, comment la servir? Qu'il me démontre que je me trompe. Qu'ils mettent tout en œuvre pour me démontrer que c'est une erreur. Qu'il faut. D'ailleurs, le bouquin, je l'écris aussi pour ça. Hein, il y a un titre provocateur, mais c'est une prise de conscience. Vous savez, moi, j'aime bien les provocateurs. Quand j'étais magistrat, j'aimais bien les avocats qui me rentrent dedans. Parce qu'au moins, c'est ça. Mais oui, au moins, il y a du répondant. Il y a du répondant. Il y en a marre de tous ces tièdes, tous ces trucs. Il faut y aller, il faut foncer. Les jeunes, allez-y, foncez. Prenez les choses en main. L'avenir vous appartient. Prenez la justice, cette chose précieuse. Et redonnez confiance en elle aux citoyens. Parce que la confiance, c'est un lien qui est très ténu, qui, quand il se rompt, est cassé définitivement et on ne revient pas dessus. Donc il faut préserver certaines fonctions dans notre société. Et je pense qu'il faut protéger la fonction de juger. Les une amis, question de paix sociale. Protéger la fonction de juger au service de la paix sociale, comme vient de nous le dire notre ami Claude Butin. Claude Butin, un grand merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par Nelson Mandela. Nelson Mandela qui dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Aujourd'hui, voilà, Claude Butin, vous l'avez fait. Vous avez écrit le livre « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays ». Les amis, allez lire cet ouvrage que j'ai dévoré, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout, sachez que cet ouvrage va vous faire encore plus aimer la justice et l'humain. Un très grand merci, Claude Butin. Merci infiniment et merci pour l'amour que vous avez de la justice, mais surtout de l'humain. Merci beaucoup. Merci.